distinguer des autres et, et faire la différence. Hein. Donc, parce qu'au fait, concrètement, l'objectif du CV, au fait, à quoi justement sert un CV? C'est pour vous permettre l'accès à la deuxième étape, qui est donc l'entretien. D'accord? Ça, c'est faut vraiment. C'est la première étape, c'est la première vitrine du candidat vis-à-vis de l'entreprise. Donc, ça c'est très important à retenir. Donc, nous allons voir pas à pas comment réussir un bon CV efficace et pertinent. Tout d'abord, donc, comme je vous avais dit, un CV, c'est d'abord donc, une vitrine, c'est la vitrine du candidat par rapport à l'entreprise. Ouais, voilà. Donc, le nom, donc curriculum vitae, donc, vient du latin qui veut dire chemin de vie. Donc, il va retracer l'ensemble de votre parcours. Donc, donc, c'est parcours scolaire, universitaire et même professionnel. Donc, ce parcours fait alors état de compétences que vous allez mettre en avant. Et si vous êtes donc à la recherche d'un emploi ou d'un stage, c'est l'outil de référence donc, qui va vous aider à les atteindre. Donc, il est important de vraiment bien le mettre en valeur et ce sera votre outil de différenciation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment la première étape. Et moi, en fait, je le considère carrément comme un outil marketing. Étant de formation marketing, c'est un outil marketing parce que quand vous allez vendre, quand un commercial ou un marketeur va pour faire la promotion d'un produit X, automatiquement, il y va avec ce qu'on appelle un ADV, un aide visuelle. Donc là, en fait, ça sera votre aide visuelle. Donc là, vous allez déjà le remettre en amont. Le recruteur va le voir. Quand il va l'apprécier, il va vous contacter pour un entretien, pour plus de détails. Et là, vous allez encore rencontrer votre recruteur avec cette aide visuelle où vous allez donc vraiment vous mettre plus en valeur. Donc c'est un outil marketing. Parce que concrètement, c'est quoi un entretien d'embauche? C'est que vous allez essayer de convaincre le recruteur, vous allez le séduire pour qu'il vous recrute, pour qu'il vous choisisse vous et non pas un autre. Donc, tout d'abord, faisons un bref rappel sur le processus de recrutement. Comment ça se passe? Donc, il faut savoir qu'une entreprise X, à travers ses différents départements, font ce qu'on appelle une liste de leurs besoins en image, en ressources humaines, le présentant qui vont donc présenter au DRH et lui donc qui va prendre en charge ces requêtes-là et qui va faire ce qu'on appelle un plan de recrutement. À travers ce plan de recrutement, il va se décliner par différentes annonces. Ces annonces-là vont être mises sur différentes plateformes. Ça peut être via le site web directement de l'entreprise, ou via les réseaux sociaux, via les plateformes de recrutement comme Employee, Emploi Partner, etc. Donc, pendant une durée déterminée. Et donc, suite à cela, il y aura différentes candidatures, vraiment énormes, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, il y aura vraiment beaucoup de CV. Donc, il y aura un premier filtre qui sera fait par la ressource humaine, où ils vont donc éliminer déjà les CV qui ne sont pas du tout, on va dire, hors domaine ou qui ne correspondent pas du tout au profil ou à la zone géographique ou à l'âge recherché, etc. Bref, donc chaque entreprise va fixer des critères au préalable et donc va faire un premier filtre. Le deuxième filtre se fait généralement donc, par le département profession. Donc, si vous allez être dans le marketing, donc le deuxième filtre se fera par le marketing. Si vous allez être dans les finances, le deuxième filtre va se faire par les finances, etc. Et le choix des candidats à contacter pour un entretien se fait généralement étroitement entre les deux départements, c'est-à-dire RH plus le département métier, le département recruteur. Donc, c'est les deux. Après, donc, il y aura des entretiens téléphoniques, tout d'abord, qui vont se faire par le RH. Ensuite, il y aura un tri dans les entretiens. Donc, il y aura un premier filtre par l'équipe RH, le deuxième filtre le département, le troisième filtre par le manager, le département et le DRH. Donc, c'est-à-dire que dans les entretiens, le premier entretien, vous allez le faire avec RH. Quand je dis RH, ce n'est pas forcément le DRH. Donc, là, je vous parle vraiment d'un process dans une grande entreprise. Après, dans les petites entreprises, ce n'est pas forcément la même organisation.
Donc là, on est dans une approche de multinationales, de grandes entreprises, etc. Donc, vous passez le premier entretien, ça sera avec RH. Ensuite, il y aura un deuxième entretien avec le métier, le département recruteur. Donc ça peut être finance, comptabilité, marketing, etc. Ensuite, il y aura un troisième entretien avec le manager du département. Et là, bien sûr, ça va dépendre du poste que vous pourvoyez. Donc, si c'est un petit poste qui n'est pas, on va dire, qui ne prend pas trop de responsabilités, donc là, parfois, ces deux personnes suffisent. Donc, le RH plus votre supérieur hiérarchique direct peut suffire. Ou des fois, donc, ça va jusqu'au manager du département métier et même le DRH, et parfois même jusqu'au directeur général dans certains postes. Donc, après, voilà, il faudra donc établir une proposition au candidat. Une fois que le candidat est choisi, après ces entretiens, donc l'entreprise va faire une proposition au candidat qu'il est en mesure d'accepter ou de refuser ou de négocier. Voilà, tout dépend de l'offre. Mais le candidat peut négocier. Donc, après, il y aura la réponse du candidat, il va donc confirmer. Après, il y aura fixation de la date de début de son activité. Voilà. Il y aura après, par la suite, bien sûr, le retrait des avances. Donc, comme ça, il faut qu'il n'y ait plus de nouvelles candidatures. Voilà. J'espère que le processus de recrutement est assez clair maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à un mail via messagerie, qui lui va donc me les poser directement. D'accord. Alors, Mohamed, à ce qui paraît, il y aurait juste un petit problème de son. En fait, il y a des personnes qui entendent, mais à ce qui paraît, le son est étouffé. On m'avait fait justement cette remarque aussi la dernière fois. Là, franchement, je ne sais pas. Je pense que ça doit être un problème technique dans mon PC. Donc, je ne sais pas si. C'est soit un problème technique, ou alors c'est juste qu'il te faudrait un casque pour mieux structurer le son. Parce que Justement, c'est ce que je n'ai pas en ce moment parce que oui, là, je ne l'ai pas. Je vais essayer de me rapprocher plus, peut-être comme ça. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Si je me rapproche plus, peut-être que alors, c'est mieux. c'est mieux. Ou là, vous n'entendez rien, pas du tout. Comment? En fait, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que ça va, il y a certaines personnes qui entendent bien, mais il y en a d'autres qui disent qu'il y a le son qui est étouffé. Je ne sais pas si ces personnes-là ont des écouteurs, justement. Peut-être que ça serait mieux. Enfin, des écouteurs ou un casque, peut-être que ça va être meilleur pour eux. Voilà, et après, moi, ce que je recommande, c'est de baisser un petit peu le son. Si vous êtes soit sur PC, soit sur écouteur ou là sur téléphone, c'est de baisser un petit peu le son. Comme ça, l'étouffement hadak sera atténué. Voilà. Alors, désolé de te couper, Mohamed, donc on continue. Il n'y a pas de souci. Attendez, je vais essayer aussi d'ouvrir un petit peu ici pour qu'il n'y ait pas d'écho. Voilà, c'est mieux. Très bien, donc on poursuit. Ça marche. Donc c'est OK pour le processus de recrutement. Là, on l'a vu. Là, maintenant, on va voir un peu on va dire l'échelle de croissance professionnelle. Donc chacun de nous, automatiquement, nous allons débuter. Donc la carrière d'un employé X va débuter euh, par un poste, on va dire, qui n'est pas forcément un poste très important, mais qui va par la suite évoluer jusqu'à ce que, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs en fait un primo demandeur d'emploi, est toujours considéré comme étant novice. Et après, bien sûr, avec l'expérience, etc., donc l'objectif est d'atteindre l'excellence. Donc là, mais avant tout, il y a un passage donc, par différentes étapes du novice vers l'excellence. Donc le candidat X ou l'employé X va passer, le collaborateur, j'aime pas trop dire le mot employé, donc plus collaborateur. Le collaborateur donc, va passer par différentes étapes. Donc novice, ensuite spécialiste, plus vous allez travailler dans un domaine d'activité précis, donc vous allez devenir spécialiste. Donc vous aurez un poste qui est plus spécialisé et qui est moins général, donc pour mieux faire votre métier. Ensuite, vous allez accéder à, on va dire, acquérir une certaine maîtrise de ces compétences-là et de ce poste-là.
Après, vous allez carrément atteindre l'expertise et par la suite l'excellence. Donc là, pour passer du novice au spécialiste, généralement, c'est par rapport au poste occupé. Donc, par exemple, comme je vous l'avais dit, donc, vous étiez dans un poste plus général où vous étiez un peu partout. Après un certain nombre d'années d'expérience, vous allez plus vous spécialiser, vous allez avoir un poste plus spécialisé. Ensuite, en restant dans ce poste pendant une longue durée d'années, donc vous allez automatiquement faire des réalisations, de nombreuses réalisations. Donc là, vous allez acquérir une certaine maîtrise. Et ensuite, pour atteindre l'expertise, là, c'est vraiment par rapport aux résultats. Donc, c'est-à-dire que vous allez apporter du concret, vous avez fait changer des choses, vous avez réussi à faire face à des situations difficiles, vous avez réussi à faire basculer des situations, voilà, ils sont vraiment impactés. Et justement, Mohamed, je voudrais juste attirer l'attention de nos chers invités en fait, nous, on est dans une école de management et il y a plusieurs personnes qui se demandent ça. En fait, quand on va déposer un CV pour une certaine entreprise, Oui, on se demande de quel poste on va occuper. Donc, certaines personnes pensent qu'on va directement occuper le poste de manager alors que c'est faux. oui, en fait, non, manager, c'est vraiment, c'est assez rare, hein. C'est pas impossible, mais c'est assez rare de commencer directement pour un poste de manager, sauf si vraiment, même durant votre cursus universitaire, c'est-à-dire durant vos 5 ans d'études, vous avez déjà travaillé à droite à gauche dans des différentes entreprises, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Là, ça peut jouer en votre faveur pour atteindre, par exemple, directement un poste, on va dire, dans le spécialiste ou dans la maîtrise. Voilà. Mais directement dans l'expertise ou l'excellence, là, c'est très rare, voire impossible même. Ce sera une erreur stratégique de la part de l'entreprise aussi. Mais pour ces deux-là, donc spécialiste ou maîtrise, vous pouvez directement, on va dire, commencer par, mais ce n'est pas évident. C'est-à-dire il faudrait que donc, durant votre cursus universitaire, vous ayez vraiment un parcours qui est nickel. Voilà. Mais sinon, étant par exemple vous avez l'avantage effectivement d'être dans une grande école de management, c'est bien. Même si vous commencez par exemple dans un poste de novice, ce sera vraiment pour une courte durée. Vous passerez assez rapidement, vous évoluerez assez rapidement dans cette entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Je t'en prie. Alors, on passe maintenant, on va voir brièvement les types de CV qui existent. En fait, ces CV, il y a différents types de CV. Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais on peut avoir différents types de CV. Donc, il y a déjà ce qu'on appelle le CV, un CV étudiant, un CV novice. D'accord? Donc, le CV étudiant, il met plus en valeur le parcours universitaire. Et généralement, c'est les personnes en fait, qui sont en début de carrière. Voilà, ils viennent de finir leur cursus et là, en recherche d'emploi. Donc, c'est un CV étudiant et ou un CV novice. Donc là, un CV novice, c'est un peu la même chose, mais qui a déjà eu au moins quelques petites expériences professionnelles. Et il y a le CV pro, donc c'est un CV professionnel. Là, c'est un CV qui est, on va dire, un peu plus détaillé, avec une carrière assez chargée, différents postes, etc. Quelle est la différence entre ces trois? Donc déjà, en nombre de pages. Donc là, il faut que vous sachiez que, étant étudiant ou novice, donc CV étudiant, CV novice, votre CV doit se tenir en une page, sur une page. Ça, c'est très, très important, parce que n'ayant pas justement beaucoup d'accomplissement, n'ayant pas eu beaucoup d'expérience, donc automatiquement étudiant novice, vous ne l'avez pas. Donc ça serait un peu, on va dire, ça pourrait être ressenti comme un peu de la prétention d'avoir vraiment plusieurs pages, etc. Parce que quand on voit des CV professionnels qui sont très riches, effectivement, mais qui arrivent à les mettre en deux, trois pages. Donc là, un étudiant qui va faire la même chose, c'est-à-dire sur trois pages, donc là, ça sera un peu vu comme un manque de stratégie, un manque de... Voilà. Donc là, déjà, c'est très important. Donc, CV étudiant et novice, c'est une page. Professionnel, donc ça peut être une, deux, trois. Donc on va dire un maximum de trois pages. Mais il y a aussi le CV d'expert. Un CV d'expert, donc là, c'est un CV qui est très très riche, c'est quand même autre chose. Là, on est parlant de CV de 13, 14 pages, donc c'est vraiment tout un parcours. Les différentes conférences qu'a donné l'expert, les accompagnements, etc. Donc ça peut être très très grand, très vaste. Même si remarquez, la structure elle est complètement différente.
Donc, ici, c'est plus le contenu qui compte et non pas la forme ou quoi que ce soit. Ça, c'est pour les postes importants. Ahmed, Oui, j'aurais une question, je sais que certains aussi se la posent. Par exemple, pour les étudiants qui ont des CV qui sont un petit peu, qui ont un petit peu des expériences par-ci par-là, par exemple, des expériences entrepreneuriales, qui m'a les étudiants que vous avez eu par rapport à Injaz, ou là, des étudiants qui ont des expériences de bénévolat, ou là, oui, de travail associatif. Comment faire tenir tout ça en une page, ou là, bon, je ne veux pas précipiter les choses si on vient, donc on y vient, on le verra plus tard. Mais oui. ça serait bien d'éclaircir Ah, tout ça. oui, 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 on va le voir justement un peu plus tard. Il y a ça, il y a cet aspect-là, c'est très important, il faut le mettre. Non, tout ce qui est activité associative, entrepreneuriat, etc., il faut les mettre en avant parce que c'est vraiment, surtout dans votre cas, parce que j'ai envie de dire que c'est ce que vous avez de plus. C'est ça que vous avez que les autres n'ont pas. Donc, il faut vraiment mettre ça en avant. D'autant plus que vous n'avez pas forcément d'expérience professionnelle proprement dite étant en fin de cycle. Donc, ça sera vos points forts. Donc, il faut les mettre en avant, mais après, tout est une question de structure et d'organisation. Vous pouvez mettre tout ça tout en maintenant une seule page. Ça ne pose pas de problème. En fait, en même temps, c'est un premier test au fait, de la part du recruteur de, de voir ça, au fait. Parce que quand quelqu'un a vraiment de l'expérience, un joli parcours universitaire, il a fait beaucoup d'associatifs, de projets, etc. Et il a réussi à mettre ça en une page. Donc là, c'est déjà un premier challenge. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, ça va démontrer que c'est quelqu'un d'organisé, quelqu'un de structuré, quelqu'un surtout de stratégique. Parce que vous avez su choisir les éléments à mettre en avant et peut-être faire même des concessions et enlever d'autres. Et là, ce n'est pas tout le monde qui réussit à faire ça. C'est mieux que de balancer tout en bloc. Là, ça va paraître un peu un manque de réflexion, c'est-à-dire que vous n'avez pas trop accordé d'importance au CV, vous avez tout mis en vrac et puis c'est tout. Voilà. Très bien, merci. Ok. Donc, alors, maintenant, on va voir les paramètres donc, qui conditionnent un peu notre CV. Allô? Oui, 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 on est là. ok, très bien. Donc, votre CV, il faut savoir qu'il dépend fortement de votre spécialité. Donc, son contenu, son design et ses couleurs dépendent en fait directement de votre spécialité. Bon, il y a certaines spécialités qui ont, on va dire, des thématiques assez ciblées. Par exemple, si nous parlons du domaine IT, nous sommes plus dans le bleu et blanc. Si nous sommes dans le pharma ou dans la santé, c'est plus dans le vert. Si nous sommes dans le marketing, management, etc., c'est plus un bleu un peu plus foncé. Et généralement, le rouge, c'est plus pour les ressources humaines, finances, comptabilité, un peu tout ça. Donc voilà, ça, c'est pas toutes les spécialités qui ont, on va dire, des couleurs typiques, mais voilà, c'est plutôt ces spécialités-là qui se distinguent généralement avec des couleurs spécifiques, des thèmes spécifiques. Voilà. Donc, pourquoi un CV et à quoi sert-il? Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on l'avait dit en tout début de séance, donc le CV, c'est vraiment la première vitrine, la première image que vous allez donner du recruteur. Il faut savoir que le recruteur ne va pas tout lire, ne va pas s'attarder à vraiment lire tous les détails parce que, comme on l'avait dit aussi tout à l'heure, on peut avoir 1000 candidatures en moins de 4 heures de temps. Et là, donc, c'est vraiment énorme. Donc, il est important de vraiment bien il faut parce qu'on dit qu'un recruteur met entre 20 secondes et 1 minute dans un CV. Donc, c'est le maximum. En moyenne, c'est 40 secondes. Donc, en gros, vous avez 40 secondes pour convaincre le recruteur de vous garder pour les prochaines étapes. Et donc, ces 40 secondes-là sont vraiment décisives. Donc aussi, il y a la théorie de Miratech, donc c'est une étude qui a été faite, où il faut savoir qu'un CV se lit de la manière suivante, si vous remarquez, donc c'est un peu comme un F. Donc ça veut dire quoi ça? Donc le recruteur va se focaliser sur ces points-là qui se trouvent sur le CV. Donc c'est-à-dire en haut à droite où généralement il y a les informations personnelles,
aussi donc légèrement à droite. Donc toute la partie supérieure, donc, où il y a les informations personnelles de la personne. Ensuite, il y a une grande concentration sur la première partie, le premier segment de votre CV, où l'on voit que... Et ce qui est le plus important, c'est vraiment ce qui se trouve à l'extrême gauche. Donc c'est là où le CV va se concentrer. Le recruteur va se concentrer. Et quelquefois, donc, comme nous le voyons ici, le recruteur donc, lit toute la phrase, toute la partie. Donc là, pour voir à quel point c'est les points à cibler, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que cette structure soit vraiment bien faite de sorte à ce que le recruteur réussisse à capter vraiment son attention. Donc il y a un premier filtre aussi en pratique, il y a un premier filtre visuel qui est très rapidement fait. Donc c'est-à-dire que si l'aspect directement de l'extérieur déplaît ou paraît trop chargé ou trop vide ou mal structuré, donc il y a directement un premier filtre qui peut jouer contre vous. Et même si le contenu est très bon, mais si c'est mal fait, ça peut directement jouer contre vous et votre CV va passer à côté de cette opportunité. Qu'est-ce qu'un bon CV maintenant et quels sont les critères d'un bon CV? Maintenant, c'est ce que nous allons voir. Donc, votre CV doit être pertinent, doit être agréable à lire, doit être créatif, doit être efficace, original, sélectif. Sélectif, par sélectif ici, on veut dire ne pas tout mettre forcément. Donc, je vous donne un exemple. En fait, tout est une notion de concentration et de dosage. Donc, par exemple, admettons que vous avez plusieurs expériences, donc plusieurs domaines, domaine A, B et C. D'accord? Vous avez l'expérience dans le domaine A, B et C. Et là, vous postulez pour un poste où c'est plus le domaine B qui est censé primer. Mais là, dans votre CV, vous avez tous les... Donc, automatiquement, c'est une question de dosage. Donc, vous allez augmenter tout ce qui est B et vous allez réduire légèrement tout ce qui est A et C. Là, pour que le recruteur se sente plus dans vraiment le profil qu'il recherche. Donc, voilà, ça, c'est très important. Et par A, B, C, par exemple, je veux dire, je n'ai pas des exemples là en tête, mais par exemple, voilà, admettons que vous êtes un athlète professionnel. Athlète professionnel, oui, vous avez fait les compétitions internationales, vous avez eu beaucoup de médailles, etc. Donc là, vous pouvez faire tout un CV que CV sportif, on va dire. Et là, en parallèle, vous êtes manager, un management. Vous avez fait du management, etc. Donc vous avez tout un CV de management. Et pour l'exemple, il y a Mohamed, désolé, il y a en fait nos étudiants qui ont pour la plupart de double formation. Donc la Tout à licence fait. est généralement différente par rapport à leur master. Donc par exemple, s'ils veulent travailler, s'ils ont une opportunité d'emploi avec leur licence, enfin, il faut accentuer tout ce qui est en relation avec le domaine hadak, à leur licence. Et sinon, s'ils ont une opportunité à le master, ça sera accentuer les trucs à leur thème de master. Exactement, exactement. Exactement. Et moi, ce que je trouve bien aussi avec vous, c'est que pour la plupart, vous êtes effectivement vous avez une autre licence. Enfin, vous avez une licence et un master. Donc là, c'est-à-dire une licence qui est plutôt orientée métier et des masters qui sont orientés management, tout ce qui est management, marketing, etc. Et là, je trouve que c'est très bien parce que vous avez en quelque sorte une certaine polyvalence et là, vous pouvez jouer dessus, donc, sur ça. Parce que si par exemple vous postulez effectivement pour un poste, parce que même avec votre master, par exemple, management, on va dire management, je vais prendre l'exemple par exemple du management par la qualité. Là, vous avez un master en ça. Et en parallèle, vous avez une licence en, on va dire, en biologie. Et là, vous postulez pour une entreprise qui est dans les banques, par exemple. Vous postulez dans le secteur banquier. Certes, vous avez une licence en biologie, mais ce n'est pas forcément ce que vous devez vraiment mettre en avant ou en premier lieu. Donc, vous pouvez la mentionner, mais sans pour autant vraiment vous étaler dessus, mais plutôt mettre en avant votre master en management qui sera beaucoup plus attractif pour le recruteur. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire par sélectif. Donc, vraiment doser, faire des dosages sur ce que vous devez augmenter, ce que vous devez réduire. Il faut que votre CV aussi soit aéré et soit bien aligné, bien avancé.
il faut que vous arriviez vraiment à séduire le recruteur au premier regard. Donc ça, c'est très, très important. Il faut qu'il soit organisé et bien structuré. Voilà. Donc ça, c'est, retenez bien donc, ces éléments-là qui sont les critères de base pour un bon CV. L'originalité, oui, voilà, en fait, par rapport à l'originalité, en voulant trop faire, parfois, vous allez mal faire. Il faut savoir que certains secteurs ou certains domaines d'activité ne sont pas forcément de grands adeptes de l'originalité, comme par exemple le secteur banquier, justement, tout ce qui est comptabilité, euh, finance, il n'y a pas vraiment cette... ils ne sont pas forcément adeptes de trop d'originalité, contrairement, par exemple, au marketing, ou la communication et tout ça, donc, où l'originalité est vraiment un critère très important euh, dans le CV. Donc là aussi, ça va dépendre du secteur d'activité. Alors, Mohamed, il y a une question. Donc, Oui, il y a Mohamed Senoussi qui nous dit, est-ce que les formations pour lesquelles on n'a pas eu d'attestation, on n'a pas eu de diplôme, on peut les mettre dans un CV? oui. Alors, en fait, oui, même bien sûr, parce que justement, je vais arriver à ce point aussi, parce que ce qui compte en fait dans une formation, concrètement, je le dis toujours d'ailleurs, c'est pas le bout de papier que vous allez avoir, mais c'est les compétences que vous allez acquérir. Donc vous, vous avez fait une formation qui n'est pas diplômante, vous l'avez certifiée. Donc vous pouvez la mettre effectivement, et après vous allez traduire cette formation-là par des compétences acquises que vous allez mettre en avant dans votre CV. Donc par exemple, si vous avez fait par exemple une formation en, je sais pas, un public speaking ou leadership, something like that. Et puis là, vous n'avez pas eu de certification, mais vous pouvez décliner ces formations-là en compétences que vous allez les mettre dans un segment compétences qu'on va voir justement dans la structure du CV. Donc la réponse est oui. Vous pouvez exploiter toutes les formations que vous avez faites. Et même si le recruteur vous demande de justifier ou de justifier telle et telle certification, ben, vous pouvez dire la vérité. Voilà, j'ai fait cette formation, je n'ai pas certifiante, mais voilà, cette formation-là m'a permis d'acquérir telle et telle compétence. Et voilà, c'est-à-dire en parlant déjà, vous allez le convaincre. J'espère avoir répondu à la question de Mohamed Soussi. On va de toute façon y arriver. Merci, Mohamed. Je t'en prie. Donc, que peut-on trouver dans un CV? Donc là, maintenant, c'est ce qu'on va voir rapidement. Donc, nous allons voir ce qu'on doit mettre dans un CV, obligatoirement. Nous allons voir ce qu'on peut mettre et nous allons voir ce qu'on ne doit pas mettre. Donc, voilà, tout d'abord, ce que vous devez mettre dans votre CV. Première chose, c'est les informations personnelles. Donc, ça, c'est très important. Informations personnelles, donc c'est tout ce qui est nom, prénom, adresse. L'adresse, par exemple, le fait, ne vous attardez pas trop sur les détails. L'adresse, vous pouvez mettre uniquement la commune, ville, wilaya. Voilà. Donc, pas trop c'est pas la peine de rentrer dans les détails. On n'est plus dans l'étape courrier. Justement, il y a le numéro de téléphone aussi, tout ce qui est adresse mail, etc. Statut, situation familiale, donc marié, célibataire et tout. Donc voilà, toutes les informations personnelles. Vous allez mettre aussi si vous êtes véhiculé ou pas, par exemple, dégagé ou non du service national, ça c'est important pour les recruteurs, etc. Donc c'est la première rubrique qui vient généralement tout en haut. Deuxièmement, donc vous devez mettre aussi votre formation. Donc quelles sont vos formations, votre formation ou vos formations. Par formation, on veut dire votre parcours donc, universitaire. Là, si vous avez vraiment beaucoup de formations, ce que je vous recommande, c'est-à-dire vous avez votre parcours universitaire, on va dire licence par exemple et master, mais en parallèle, vous avez deux, trois ou quatre formations que vous avez fait indépendamment. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de carrément séparer ces deux-là, parce que c'est-à-dire il y a une licence déjà, il y a un master, il y a trois autres formations, voire quatre. Donc là, ça fait quand même un paquet assez important. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre parcours universitaire, un segment parcours universitaire, et un deuxième titre peut-être, formation complémentaire. Donc là, vous avez réussi à rajouter une autre rubrique
à votre CV. Et là, c'est une valeur ajoutée. Donc là, ça démontre que la personne déjà a fait des formations en parallèle de son cursus universitaire. Donc là, ça montre un certain dynamisme, ça montre une certaine envie d'évoluer, une certaine persévérance. Voilà, ça montre vraiment beaucoup de choses au recruteur. L'expérience professionnelle, donc automatiquement vous allez tout mettre. Donc on va voir aussi en détail comment mettre tout ça. En fait, pour ce qu'il faut savoir, c'est on me pose souvent cette question. Est-ce qu'on commence par, dans le CV, est-ce qu'on commence par la partie formation, ensuite expérience professionnelle ou l'inverse? Donc là, en fait, la réponse est très simple. Ça dépend de pourquoi vous faites votre CV. Donc, si votre CV est orienté pour avoir un emploi, donc c'est la rubrique qui doit venir en avant en premier. Donc, c'est l'expérience professionnelle. D'accord? Ensuite, viendra la formation. Mais si vous postulez, par exemple, pour de grandes écoles, pour des écoles, donc pour être accepté dans une école ou pour une formation. Donc là, c'est plus la formation que vous allez mettre en avant. Ensuite, l'expérience professionnelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour ces deux aspects-là, que ce soit formation, expérience professionnelle ou toute autre chose, il faut toujours respecter un ordre antichronologique. C'est-à-dire commencer du plus récent au plus ancien. Ça, justement, on voit souvent cette erreur où les CV suivent un ordre chronologique, pardon, or que le recruteur a plus envie de voir ce qu'il y a de plus récent en gros. Ensuite, il y a les langues maîtrisées. Donc, quand on dit langue maîtrisée, donc c'est vraiment tous les aspects. Donc, vous devez bien expliquer au fait déjà, enfin, parce que quand on dit maîtriser une langue, il faut la maîtriser sur les trois aspects, donc lecture, écriture et parler. Donc, les trois, donc c'est important de mettre ça en avant. Aussi, ce que je vous suggère aussi de mettre ici dans cette partie-là, langue maîtrisée, donc c'est d'accompagner ça avec soit des certifications si vous en avez. Par exemple, si vous avez passé le TOEFL ou le TOEIC ou quelque chose comme ça pour l'anglais ou le IELTS, donc mettez votre score à côté. Si vous êtes pour le français, vous pouvez mettre le TEF ou le TCF ou d'autres examens, le DALF ou autre, si vous en avez, donc ce serait bien. Ou ce que vous pouvez faire aussi, même les voyages en fait, linguistiques, si vous en avez fait, ou des stages à l'étranger, ou quelque chose comme ça. Donc, tout ça, toute expérience qui peut jouer en la faveur d'une maîtrise de langue peut être incluse vous pouvez l'inclure dans ce segment-là. Ahmed, avant que tu continues, merci beaucoup. Avant que tu continues, nous avons deux questions. En fait, une question qui est posée sur Facebook parce que nous avons fait un live. Donc, c'est est-ce qu'on peut mettre même les formations en ligne? Par exemple, donc, pendant cette pandémie, ça a été très, très populaire et toutes les plateformes d'enseignement sont devenues gratuites. Donc, plein d'étudiants ont profité de cette occasion et ont suivi des formations donc, sur les plateformes très connues, Coursera ou la Udemy. Donc, certains ont suivi des formations même qualifiantes, يعني, avec un diplôme. Mohamed كان هنا وراح. Donc, je crois que c'est un problème de connexion. On va l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne. C'est les aléas du direct. Alors, on va l'attendre juste un petit peu. Enfin, je vais le recontacter, on va voir ce qui va se passer. Mohamed, tu nous entends? Allô? Oui, oui, je présume que c'était une coupure de connexion. Oui, exactement, exactement. Je ne sais même pas où ça s'était arrêté. J'ai continué après. Donc, je sais pas, on était On était dans les langues. On parlait de langues. Oui. D'accord. Pour les langues, vous avez dit, c'est important de mettre aussi, si vous avez des attestations ou diplômes ou quelque chose qui prouve en fait, votre niveau de langue, c'est important de le mettre en avant. Donc, par exemple, le, le IELTS pour l'anglais ou le TOEIC et tout,
Sinon, pour le français, il y a le TEF, le DALF, le TCF, etc. Donc ça, c'est bien si vous les avez fait, tant mieux, mettez-les, mais vous n'êtes pas obligé forcément de les faire. Parce que ça se verra dans tous les cas dans l'entretien. Si c'est ce que le recruteur cherche, ça se verra dans l'entretien. Sinon, ce que je vous propose aussi de mettre dans cette rubrique, c'est de mettre vos expériences aussi éventuellement à l'étranger. Donc, par exemple, si vous avez eu un stage à l'étranger ou vous êtes resté durant une longue période à l'étranger, donc où vous avez eu à maîtriser ou à parler des langues, donc là, c'est important aussi, c'est un argument qui va jouer en votre faveur pour un peu prouver quelque part votre maîtrise de cette langue. Alors, Mohamed, justement, tout à l'heure, je te posais une question, mais à ce qui paraît, tu n'as pas entendu. D'accord? Euh, Potlek, pendant cette pandémie, plein d'étudiants profitaient des plateformes en ligne qui étaient gratuites, par exemple Coursera ou Udemy. Et il y a là une personne qui nous demande sur Facebook comment est-ce que je peux mettre ces formations sur mon CV, les Tout à formations que j'ai fait. accomplies en ligne. Tout à fait, bien sûr. Après, il ne faut pas qu'il soit sûr qu'il maîtrise vraiment, parce que ce qui compte, en fait, ici, ce n'est pas le bout de papier, encore une fois, ou le fait d'avoir participé, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on a acquis par telle et telle formation. Donc, si c'est une acquisition concrète, d'une maîtrise concrète, oui, il peut. Après, par exemple, même si vous avez fait une formation, je dis n'importe quoi, d'espagnol, par exemple, pendant un mois, mais après que vous n'avez rien saisi, ça ne sert à rien de la mettre, en fait, parce que sur le terrain, vous n'allez pas pouvoir apporter un plus. Voilà, par rapport à ça. Donc, s'il y a une maîtrise et que c'est bien, ça va, on sent qu'il y a quelque chose, il y a des compétences qui ont été acquises, oui, bien sûr, il faut les mettre. Très bien. Nous avons aussi une autre question. Il y a Lina qui nous dit dans un CV, j'ai utilisé deux langues différentes. J'ai pas pu m'exprimer en français, donc j'ai dû utiliser l'anglais. Est-ce que c'est faisable? Non, justement. Hadith, c'est justement quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est mentionné un peu plus tard, un peu plus loin dans la présentation. Il faut garder vraiment une seule langue. Une seule langue. Après, exceptionnellement, il peut y avoir des noms d'outils, par exemple, qui sont en anglais. On peut les mettre. On peut mettre des noms de postes, peut-être. Mais même poste, je préfère que ce soit, parce qu'on peut le traduire. Euh, voilà, mais c'est vraiment quand on n'a vraiment pas le choix. Même que des termes d'expression, on peut trouver l'équivalent en toute langue. Voilà, Très bien, merci beaucoup. je t'en prie. Aussi, donc, on avait dit, donc là, nous sommes en train de voir les parties qu'il faut à tout prix mettre. Donc ça, c'est vraiment les incontournables. Les compétences bureautiques, donc c'est très important. Donc là, c'est vraiment les trucs basiques de traitement de texte, tableau, présentation et tout. Donc là, c'est important de les mettre en avant et aussi de mettre votre niveau de maîtrise quelque part par rapport à ça. Et là, c'est très important, en fait, enfin, partout, c'est très important de dire la vérité. En fait. Ne jamais mettre quelque chose sur votre CV que vous n'avez pas concrètement. Parce que si c'est important pour le recruteur, il va la vérifier. Et si ce n'est pas important pour le recruteur, c'est même pas la peine on va dire, de modifier FERA ou là, de dire quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Et enfin, les centres d'intérêt, loisirs. Donc ça, c'est plus pour un peu représenter quelque part la personnalité ou le profil du candidat. Ça, généralement, c'est fait vraiment de manière aléatoire. On voit pratiquement les mêmes choses qui se répètent dans tous les CV, or que ça sent que c'est pas vrai. En fait. Ça se sent que c'est pas vrai. La personne a juste écrit ça pour l'écrire. On voit pratiquement les mêmes choses. Par exemple, quand on peut recevoir un CV où je vois par exemple lecture, voyage, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais après, concrètement, quand j'apprends à connaître la personne, ben, on constate que peut-être que la personne n'a jamais pris un livre de sa vie ou n'a pas voyagé. Donc ça, c'est pas crédible en fait. Il faut vraiment mettre des choses euh, que vous faites vraiment, que c'est votre loisir, que vous aimez faire, parce que ça va traduire, ça va se répercuter sur votre profil et peut-être même que ça peut jouer en votre faveur euh, pour l'acquisition du poste. Voilà. Maintenant, ce que vous ne devez surtout pas faire ou mettre dans votre CV, justement, donc c'est les fautes d'orthographe. Évitez, évitez, évitez les fautes d'orthographe. Donc ça, c'est très important parce que
Non pas par rapport à la faute elle-même en soi, parce qu'on a tous le droit de faire des fautes, certes, c'est normal, mais ça veut dire que faire des fautes d'orthographe, ça veut dire que la personne n'a pas pris le temps de vérifier, de relire, de faire relire son CV, etc. Donc là, c'est un manque d'intérêt. Non pas par rapport à la faute en soi, mais plutôt au manque d'intérêt que ça traduit. Donc ça, c'est important. Le mélange de langues, justement, c'est ce qu'on venait de dire. Donc c'est important de garder une seule langue, sauf comme je vous avais dit, donc dans les cas exceptionnels où il n'y a vraiment pas une autre terminologie pour exprimer quelque chose. L'ordre et l'enchaînement donc des expériences, on l'avait dit, donc c'est important, il faut que ce soit antichronologique, c'est très important. Aussi éviter les approximations, les mensonges et par exemple, les mensonges, on peut voilà, voir que quelqu'un était, par exemple, dans un truc d'assistant, et là, dans le CV, il va mettre qu'il était responsable d'équipe et tout. Donc là, parce qu'il faut savoir que toutes ces informations sont très facilement vérifiables. Aussi, peut-être des mensonges par rapport à des emplois qui étaient en réalité des stages et non pas des emplois. Donc ça, c'est important. C'est important à vraiment être clean et dire toute la vérité. Parce qu'il faut savoir qu'un recruteur peut facilement tout vérifier, que ce soit par Internet, par des simples emails, des confrères, des collègues et tout. Et voilà, des coups de fil carrément à l'entreprise où il pourra vérifier ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Ça se fait assez souvent. Ça dépend des postes, en fait. Il y a des postes où ça va, donc il n'y a pas vraiment une enquête qui va s'ouvrir, mais pour certains postes, il y a toute une enquête qui va s'ouvrir et vraiment toutes les informations peuvent être vérifiées. Donc là, c'est ce que je vous conseille vraiment, c'est d'être très clean et de dire toute la vérité. Aussi, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour votre CV? Donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, donc faut vraiment, vous devez vraiment être dans une optique de séduction. Donc, séduction, c'est-à-dire vraiment, dès que le recruteur prend votre CV, il va sentir avec la particularité, voir quelque chose que, voilà, c'est-à-dire être impressionné, euh, voilà, trouver vraiment des particularités. Voilà, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs en marketing, c'est une stratégie de différenciation quelque part. C'est pour ça que je vous dis, moi, un CV, pour moi, c'est un outil de marketing. Donc vraiment, c'est du marketing, c'est marketing de soi, comment se vendre. Donc là, ce que vous pouvez mettre, c'est les formations complémentaires. On l'avait dit tout à l'heure dans la rubrique formation. Donc, en plus de votre cursus universitaire, vous pourrez rajouter une rubrique formation complémentaire, mais si vous avez au moins plus de 2 ou 3 formations à mettre en avant. Donc, inutile de créer cette rubrique si vous n'en avez qu'une seule. Aussi, vous allez mettre une rubrique compétente. Donc, ça, c'est très, très important et on le voit très rarement dans les CV. Même quand le peu de fois où j'ai croisé donc une rubrique pareille, c'est plus pour mettre en avant les compétences bureautiques. Or que ça, c'est pas considéré comme des compétences, mais plutôt des trucs de base, j'ai envie de dire. Compétences, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez acquis. Donc là, vous pouvez mettre des compétences. Dans compétences, on peut trouver de la gestion de projet, on peut trouver du leadership, on peut trouver de la communication, on peut trouver de la rédaction, on peut trouver. Voilà, c'est vraiment des compétences concrètes. Qu'est-ce que vous savez faire? Et c'est de là, en fait, que plus tard va se passer le matching entre le poste recherché et votre profil. Descriptif de votre profil, là aussi ça peut être rajouté. Donc là où vous allez vous décrire brièvement, généralement ça ne dépasse pas les 2 lignes, hein, c'est quelque chose de petit, où vous allez brièvement vous décrire un peu votre personnalité, et aussi ce que vous voulez avoir. Donc préciser le poste que vous souhaitez avoir. C'est pour ça qu'un CV n'est jamais standard. Ça, il faut vraiment bien le savoir, on va le voir aussi un peu plus loin. Un CV ne peut pas être standard. Même si vous postulez pour un poste, sauf si vraiment c'est le poste vraiment exact, similaire, là, c'est possible. Et après, s'il y a une petite différence, donc là, le CV doit être revu. Comme je vous l'avais dit, c'est une question de dosage. Il y a des compétences que vous allez peut-être enlever, d'autres que vous allez rajouter, etc. Donc, c'est une question de dosage. On va voir comment faire tout ça.
Aussi, donc, les activités associatives, on y revient, donc c'est important de les mettre en avant, très important même, parce que ça montre au fait que la personne ne s'est pas contentée de faire ces 5 années d'études, voilà, se lever le matin, partir à l'université, rentrer le soir, dormir le lendemain, repartir à l'université, rentrer, etc. Donc voilà, on sent une certaine passivité au fait dans le profil. Il y a pas ça. Alors que s'il y a des activités associatives qui sont en parallèle, là on ressent un certain dynamisme, on ressent une certaine soif d'apprendre, une certaine soif d'aller loin. Et ça, c'est très bien à faire sentir ça aux recruteurs. C'est ce qui fait vraiment toute la différence. Aussi, ce que vous pouvez mettre, c'est certains mots, vous donnez la liberté à, comme j'avais dit, donc vous avez vraiment toute la liberté de faire ce que vous voulez avec votre CV. D'un point de vue artistique, on va dire artistique, c'est trop dit, il faut que ce soit justement assez basique, il ne faut pas aller trop dans l'extravagant. Mais par exemple, vous pouvez, des mots qui vous semblent très importants dans un paragraphe, vous pouvez les mettre, prendre la liberté de les mettre en gras. Ça veut dire, là, vous êtes en train de dire au recruteur, regarde cette partie-là, elle est importante. Et là, dans le F qu'on avait vu tout à l'heure, donc la lecture du CV, selon la théorie de Miratek, là, vous allez orienter le recruteur vers la partie, oui. Euh, C'est-à-dire qu'il ne va pas la rater. Non, en la mettant en gras, il ne va pas la rater. Mais il faut que ça reste très minime. Mais c'est parce que si vous mettez trop de mots en gras, là, ça reviendra au même, il va se perdre, il va reprendre son F ordinaire. Mais là, si vous arrivez à attirer son attention, ça sera avec deux, trois choses grand maximum. Des lettres en gras, ça peut être des mots ou des lettres. Voilà. Donc voilà, est-ce que c'est clair jusque-là par rapport à... Il n'y a pas de question à mettre jusque-là. Alors là, il n'y a pas de questions qu'on n'ait pas tout à l'heure abordées. Enfin, il y a des questions que, par exemple, on nous dit est-ce qu'on peut scinder la partie formation en études universitaires et formation complémentaire? Mais tu y as déjà répondu tout à l'heure. Oui. Donc, comment faire si on a plusieurs formations complémentaires en dehors de l'université? Donc, on a dit que tu avais dit que on Voilà, devait sélectionner par rapport au poste qu'on veut. voilà, voilà, exactement. C'est par rapport au poste. Oui, je rappelle juste que il nous reste 35 minutes avant la fin de cette séance. Hein, Ah, Mohamed? Oui, déjà, oui. le temps passe très très vite avant Oui, qu'on accueille Anis Mohamedi. d'accord. Ah, il est juste après. Ok, d'accord. Oui, oui, il est juste Ok, après. d'accord. Alors, je vais vraiment essayer de faire vite. Ok, allez, on accélère un peu. Donc, comment réaliser les étapes de réalisation donc, d'un bon CV. Donc, la première étape, donc, c'est attendez, voilà. La première étape, donc, c'est fixer les objectifs. Donc, c'est important. Quels sont vos objectifs pour le. Vous allez prendre, donc, faire un bilan personnel. C'est ce qu'on appelle un bilan personnel. Vous allez lister, vous allez écrire clairement vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel domaine d'activité, dans quel domaine d'activité vous voulez euh, travailler, pardon. Et dans quelle votre aussi perspective d'évolution. C'est ça les objectifs. Après, vous allez aussi écrire le parcours académique au complet, donc c'est-à-dire tout ce que vous avez fait comme études, formation, parcours universitaire, etc. Là, quand je dis écrire, c'est sur un brouillon. Hein. Après, vous allez pas écrire aussi votre parcours professionnel en entier. Qu'est-ce que vous avez eu comme expérience professionnelle ou associative ou stage éventuellement. Quels sont aussi vos accomplissements? Est-ce qu'il y a eu des réalisations que vous avez fait durant que ce soit dans le parcours académique ou parcours professionnel ou autre? Quels sont vos accomplissements? Aussi toutes les langues et les maîtrises que vous avez et autres. En fait, ici, dans autres, ça peut être vraiment beaucoup de choses comme participation, par exemple, à un groupe de travail, par exemple, voilà, comme une jazz et tout ça, tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, toutes ces choses-là peuvent être incluses dans le. Vous pouvez les écrire à titre indépendant comme ça. Après, Exactement. Et par rapport à... Désolé, Mohamed, encore une fois oui, de te couper, mais par rapport à accomplissement, est-ce que tu veux dire, par exemple, quand c'est académique, est-ce qu'on peut mettre, par exemple, nos publications ou là tout notre à thème fait. de mémoire, Tout à fait, etc. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Exactement, c'est ça. Dans l'académique, c'est ça. Dans l'académique, c'est ça. C'est plus vos travaux de recherche, vos publications. Et même, ça peut même être vos.
Vos notes, peut-être dans certaines présentations. Donc, je pense que vous, dans certains modules, vous avez des examens sous forme de présentation. Donc là, c'est vraiment quelque chose où vous avez été le meilleur de toute l'école ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un accomplissement que vous pouvez mettre en avant aussi. Sinon, dans le parcours professionnel, ça va se traduire en chiffres, donc en résultats concrets. Donc, par exemple, si vous avez travaillé, on va dire, en tant que commercial, vous êtes là vraiment en train de vendre un produit et vous réalisez le meilleur score, vous arrivez à vendre tel chiffre en telle période, etc. Donc là, vous pouvez mettre ce chiffre-là. Ou si vous arrivez, vous êtes dans les finances, par exemple, et vous pouvez faire baisser le budget de fonctionnement, vous pouvez mettre un pourcentage. Donc voilà, en 6 mois, on a baissé le budget de fonctionnement de 30%, 20%, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les accomplissements. Très bien, Voilà, merci beaucoup. on passe, je t'en prie. Donc tout ça, en fait, va définir votre identité globale. Ça sera l'identité globale de la personne. Il faut maintenant trouver un enchaînement logique. Donc tous ces éléments-là, tout ce que vous avez écrit, vous devez les lier. Tout doit être cohérent et logique. Donc c'est-à-dire que vos objectifs doivent concorder avec le parcours académique, avec le parcours professionnel, avec les langues aussi, parce que ça n'a rien d'avoir un objectif qui est bien, un parcours académique qui est super et un parcours professionnel qui est super, mais après l'entreprise va exiger par exemple la maîtrise de la langue espagnole et que vous n'avez pas ça. Donc là, par exemple, vous voyez euh, il y a un manque. Donc tout doit être vraiment logique et être cohérent entre et éviter aussi tout ce qui est inutile, en fait, donc hors identité globale. Donc, ce qui ne représente pas votre identité globale, donc inutile de le mettre ou inutile de le mettre en avant. Donc, ce que je vous propose, au fait, pour ça, j'ai développé une petite matrice que voici. Donc, pour vraiment vous aider à faire ce matching-là, justement, qu'on vient de voir. Donc, vous allez lister vos formations. Par exemple, là, vous avez formation, vous avez 1, 2, 3. Vous pouvez avoir plus, hein. Vous allez mettre donc toutes vos formations ici. Vous allez mettre les accomplissements pour ces formations, les compétences acquises pour ces formations et le profil, au fait, tiré de ces formations-là. Par exemple, quand on dit profil, c'est des adjectifs, c'est des caractères. Par exemple, dynamisme. Quand on dit dynamisme, ce n'est pas une compétence. Dynamique, ce n'est pas une compétence, mais c'est un profil. Donc, vous pouvez, grâce à une formation, tirer des qualités comme ça. Donc là, vous allez lister ça donc, en vertical pour chaque formation. Pour les expériences professionnelles, idem. Donc, vous allez lister les accomplissements, les compétences et le profil ou les qualités acquises. Pour les objectifs, donc automatiquement, il n'y a pas d'accomplissement parce que vous n'avez pas encore rien fait. Et là, vous allez mettre les objectifs, c'est-à-dire par rapport au poste voulu. Vous voulez par exemple un poste de manager marketing. Là, vous allez mettre toutes les compétences qu'il faut pour un manager marketing et aussi le profil qu'il faut avoir. Et là, donc, vous allez faire un matching pour voir qu'est-ce que vous allez, justement, pour faire ces dosages-là dont on parlait. Donc là, vous devez vraiment, vous pouvez calibrer, doser, augmenter des qualités, réduire d'autres, etc. J'espère que c'est clair par rapport à ça. Je suis en train de faire assez vite pour qu'on puisse avancer. Donc, alors maintenant, la rédaction proprement dite. Donc, ce qu'il faut faire, on va voir maintenant la rédaction proprement dite. Donc, comment vous allez procéder pour écrire votre CV. Donc, la première chose, maintenant, vous avez fait votre matching, vous avez votre matrice, vous avez tout écrit au brouillon. Maintenant, vous allez construire votre CV proprement. Première chose à faire, c'est le titre du CV. C'est très important et on voit beaucoup cette faute. Ne jamais mettre le titre de CV comme curriculum vitae, par exemple, ou, je ne sais pas, le titre doit être soit si on parle à l'échelle internationale, doit être soit le profil recherché, soit votre formation, on va dire la plus importante, votre titre, voilà, votre statut, votre titre. Et ici en Algérie, justement, c'est plus ça que le poste recherché. Et moi-même, c'est ce que je préfère au fait que vous mettez en avant votre. Par exemple, si vous êtes un master 2 en management, donc voilà, le titre, donc ça sera master 2 en management. Voilà. Je préfère que ce soit comme ça pour que ce soit vraiment visible pour la personne. C'est important. Donc là, vous devez choisir le format préféré. Oui, faites en sorte qu'il soit parfait. Alors, il faut que ce soit bien sûr en adéquation avec le profil recherché. Après, par rapport aux informations personnelles, je pense qu'on avait mentionné un peu ce qui doit être
être dit. L'expérience professionnelle, donc, comme on l'avait dit, il faut que ce soit dans un ordre antichronologique. Ce qu'on voit souvent, c'est que les candidats mettent la date d'entrée et de départ, le nom de l'entreprise et l'intitulé du poste dans l'expérience professionnelle. Mais ce que vous pouvez rajouter de plus, ce qui va faire aussi attirer l'attention du recruteur, c'est de rajouter ces éléments-là qui sont en vert. Donc, le secteur d'activité, c'est très important. C'est important surtout dans le cas où une personne est passée par plusieurs secteurs d'activité. Parce que si par exemple une personne elle est que dans le pharma, là c'est inutile de le mettre parce qu'on voit que c'est une personne qui a fait toute sa carrière dans le pharma. Ou là dans le pétrolier, toute sa carrière dans le pétrolier. C'est pas un problème. Mais après, on peut avoir passé de différents secteurs d'activité et le recruteur final, par exemple, je vais dire n'importe quoi, par exemple, vous étiez toute votre vie dans le pharma, vous avez fait 20 ans dans le pharma, et après vous basculez vers l'automobile. Donc là, le recruteur de l'automobile ne connaît pas forcément les entreprises du pharma. Donc là, ça serait bien de mettre le secteur d'activité. C'est important. Les types de contrats aussi, mettez-les en avant si vous étiez en CDI, contrat durée indéterminée ou en CDD, contrat durée déterminée, ou même peut-être à temps partiel, à temps complet, à temps plein. Voilà, tous ces éléments-là peuvent être importants, sans bien sûr trop encombrer. Les missions principales, ça c'est important, parce que ça ne sert à rien de dire que voilà, j'ai été commercial, telle entreprise, de telle date à telle date. Point. Là, il faut mettre vos missions, quelles étaient vos tâches. Je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. Donc, vous mettez en valeur votre travail. Et aussi mettre vos réalisations. Réalisation, on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport aux accomplissements. Vraiment vous distinguer, mettre ce que vous avez pu apporter à cette étape, dans cette étape de votre vie. Les formations, donc c'est parcours académique, donc c'est antichronologique. Généralement, ce qu'on voit dans les CV, c'est le nom de l'établissement et le diplôme obtenu uniquement. Mais là, ce que vous pouvez mettre plus, c'est les spécialisations. Donc, c'est-à-dire que vous êtes plus spécialisé vers telle et telle chose. Et aussi les projets entrepris. Donc, votre projet de fin d'études, même la note peut-être que vous avez eue si elle était bien, etc. Donc, tout ça, ça peut être mis en avant. Et surtout, les compétences acquises. Donc, par exemple, si vous allez mettre si vous allez faire management par la qualité, par exemple, vous allez maîtriser tout ce qui est ISO. Donc là, c'est bien de les mettre en avant et ça se traduit par des compétences que vous avez acquises. Les langues, donc on l'avait dit tout à l'heure normalement, donc je pense que c'est clair. Les outils informatiques, donc c'est tout ce qui est bureautique et basique. Et si vous maîtrisez donc d'autres compétences en termes de logiciels, par exemple des logiciels de base de données, des outils de CRM, études de marché, là, vous pouvez les décliner en des compétences informatiques au lieu de compétences bureautiques. Et puis, vous segmentez. Parce que tout à l'heure, dans le CV global, vous avez parlé d'un ce qui doit être mis, c'est compétences bureautiques. Après, si vous avez plus d'outils, plus de logiciels, vous changez le titre en compétences informatiques. Et là, vous allez mettre en deux sous-rubriques. Donc, bureautique et autres, là, et plus spécialisé. Centre d'intérêt, donc on en avait parlé aussi. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur ça pour qu'on puisse avancer. Maintenant, quelle typologie et quelle police utiliser dans votre CV? Il faut savoir, voilà, il y a certaines polices qui ne doivent pas être utilisées par rapport à certains domaines d'activité, etc. Donc, il faut savoir que, par exemple, la police Helvetica, oui, à chaque fois j'oublie son nom. Donc voilà, celle-ci, en fait, elle séduit le plus les experts. Elle est plutôt professionnelle, elle est légère, elle est pas très, elle est esthétique et elle est assez aérée. Donc c'est une police que vous pouvez choisir. La deuxième, en fait, Proxima Nova, elle est bien, mais elle est souvent payante dans beaucoup de versions. Donc on ne va pas trop s'attarder sur ça. La troisième, elle a un aspect effectivement professionnel, sérieux, très facile à lire. Et celle-ci, en fait, son avantage, c'est que même lorsque votre CV sera un peu chargé, ça ne va pas déranger, en fait, parce que si vous avez un CV chargé, c'est ce qu'il faut choisir, en fait, parce qu'elle est assez fine et euh, elle est plus, comment dire, elle permet de concentrer l'information, voilà, comme c'est mentionné d'ailleurs. Sinon, vous avez les plus basiques, donc calibré Arial. Donc là, on est un peu dans le classique partout. L'Anabox, ça ne démontre pas forcément une certaine créativité, donc on va dire que vous êtes resté un peu dans le basique.
Pareil pour le Time New Roman, donc elle est beaucoup utilisée justement. Et elle est bien, moi j'aime bien en tout cas. Après voilà, comme vous avez dit, si vous avez un CV chargé, je vous recommande celle-ci. Et sinon, celle-ci aussi, le Helvetica aussi, elle est vraiment bien. Sinon, pour celle-ci, la dernière, on voit que elle est plutôt, c'est quelque chose d'haut de gamme. C'est plus pour les secteurs d'activité activant dans la mode ou dans tout ce qui est vraiment le marketing de luxe. Donc là, ça peut le faire. Donc vous voyez à quel point donc, tous les éléments peuvent être très importants euh, pour le recruteur. Alors là, je vois qu'il nous reste 20 minutes. Quelle taille donc de police? Donc on passe au fait à la lettre de motivation brièvement. Quelle taille donc utiliser? Donc il ne faut pas que ce soit trop petit ni trop gras. Trop gros, donc ça va faire agressif. Trop petit, ça va être difficile à lire. Et donc il faut vraiment trouver le juste milieu pour que ce soit bien fait. Et là, ça va dépendre du contenu de votre CV. Et comme on l'avait dit, donc votre CV doit se tenir sur une page. 2 couleurs maximum, donc n'exagérez pas dans les couleurs, mais dans les designs. Le bleu, donc pour les couleurs, on les avait vues tout à l'heure, donc il y a certains domaines d'activité qui sont plus penchés vers une couleur que d'autres. Les logos des entreprises en fait, dans lesquelles vous allez travailler, c'est bien, vous pouvez les mettre, mais il ne faut pas que ça prenne trop de. Il faut pas que ça attire trop en fait, l'attention du recruteur, surtout si ce n'est pas des entreprises qui sont très connues. Donc si vous avez travaillé dans de grandes multinationales et tout, oui, c'est important, mettez-les parce que ça va vraiment vous mettre en valeur et ça va mettre en valeur votre parcours. Et si ce n'est pas quelque chose vraiment de une petite entreprise, on va dire, vous pouvez éviter cela parce que ça va uniquement encombrer. Adapter, quatrième étape, donc adapter votre contenu à l'offre choisie. Donc, comme on l'avait dit, tout est une question de dosage. Ça, c'est par rapport à ça. Donc, il faut vraiment être précis et surtout ne pas paraître passif. Regardez, en fait, cet exemple, je vous avais pris cet exemple ici, qu'on voit ici. Donc, ça, c'est un exemple d'une expérience professionnelle dans un CV X. 2011, commercial, journal 23. Prospection de partenaires et clients pour le journal. Là, pour moi, ça, c'est très nul, en fait, parce que rien n'est mis en valeur. OK, on voit l'année dans laquelle il a travaillé, on voit le poste, mais après, il n'y a rien de. C'est pas mis en valeur. Ça, c'est considéré un peu comme passif. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment. Qui ne percute pas. Comment on peut mettre ça plus en valeur? 2011, responsable commercial. En fait, voilà, parce que la personne, en fait, elle était responsable et il n'a même pas pris la peine de mettre ça en avant. Donc là, responsable commercial et partenariat, c'est déjà plus important. Là, on voit que pilotage d'une équipe de 2 commerciaux, création d'une feuille de route commerciale afin d'automatiser le processus d'appel, création de 3 nouveaux partenariats avec les entreprises locales et acquisition de 103 nouveaux abonnés sur une période de 6 mois. Là, quand même, en lisant ça et en lisant ça, le recruteur ne va pas du tout percevoir la même chose. Donc, j'espère que cet aspect de passivité et d'activité est bien passé. Donc, voilà, mettez en valeur vos expériences, aussi petites qu'elles soient. 5e étape, donc accepter la critique. N'hésitez pas aujourd'hui à faire lire votre CV par plusieurs personnes et prendre leurs avis, leurs critiques. Voilà, c'est important. Il est important aussi de traduire, je vous conseille aussi de traduire votre CV en langue anglaise, parce que si vous postulez dans certaines multinationales, on peut avoir à vous exiger donc un CV en anglais, parce que certains entretiens se font carrément par des personnes à l'extérieur du pays. Donc c'est important, une fois que vous avez fixé votre CV en français, traduisez-le en anglais et gardez une copie. C'est toujours important. Comment faire donc un CV qui est sans expérience à valoriser? Comme dans votre cas, justement, c'est la question qui revient souvent d'ailleurs, donc où vous êtes novice dans le domaine. Donc, comment mettre en valeur ce CV-là? Donc, c'est un seul défi. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire des stages, faire vraiment des stages. Si vous n'avez pas fait, au fait, tout ce qui est entrepreneuriat associatif, etc., dans votre université, c'est pas trop tard. Vous pouvez toujours le faire. Et aussi, vous pouvez faire des stages. C'est très important à titre indépendant. Là, ça va vraiment non seulement vous permettre d'enrichir votre rubrique expérience professionnelle,
mais surtout votre rubrique compétences, comme on l'avait vu tout à l'heure. Oui. Moi, personnellement, en tant que recruteur, peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je m'intéresse plus à cette partie-là, compétences, qu'à autre chose. Parce que là, je vois, parce que dans compétences, je vois que ce que cette personne peut apporter à mon entreprise. Donc, automatiquement, c'est ça que je veux. C'est plus important que ce que la personne a eu comme étude, plus important que ce que la personne a eu comme expérience professionnelle. C'est vraiment au-dessus de tout. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Juste, je voudrais juste poser une question, enfin, Oui, demander une question qui est, parce que demain, à partir de demain, après-demain, nous avons plusieurs entreprises qui seront présentes. oui, Certaines vont proposer des stages à nos étudiants qui sont oui. soit en fin de cycle ou là qui veulent juste, enfin, d'autres étudiants qui veulent avoir un stage. Est-ce que le Oui. CV pour un emploi, là, pour un job, ça serait le même pour un stage? Oui, pour un stage, oui, mais c'est pas un problème parce que le stage, l'emploi, la personne qui propose un stage, qu'est-ce qu'il recherche au final? Il a les mêmes objectifs que celui qui cherche un employé. Donc, c'est vraiment, il cherche la valeur ajoutée parce que le stagiaire peut apporter vraiment une valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, oui, c'est la même chose. Le type de CV diffère selon que ce soit une entreprise ou une école. C'est tout. Donc, si vous postulez pour une école ou des études, là, ça diffère. Mais sinon, pour un emploi au stage, il n'y a pas de, il y a pas de différence. Voilà. Quelques stratégies donc, pour un CV sans expérience. Donc, montrer que vous avez beaucoup appris de toutes vos expériences, même les plus simples, avec votre grande capacité d'adaptation. Donc là, il faut vraiment miser sur les études. Mettez en avant certains modules que vous maîtrisiez vraiment bien, les compétences que vous avez eues, le mémoire de fin d'études que vous avez fait. Là, vous pouvez mettre l'accent sur vos compétences, comme on l'avait dit, développer d'autres sections de votre CV. On avait vu aussi cette partie-là. Mettez en avant donc, vos expériences personnelles et vos stages, donc tout ce que vous avez fait en dehors des études, même des petits jobs d'été, vous pouvez les mettre dans ce cas-là parce que vous n'avez pas une grande expérience, vous pouvez les inclure. Bien sûr, tout en restant, en veillant à ce que tout soit cohérent. Avec schéma qu'on avait vu tout à l'heure, il faut que vous arriviez à tout lier la matrice HADEC. Par exemple, voilà, si on prend un exemple, si vous avez par exemple des passions marquées, par exemple, votre passe-temps c'est la couture, là vous n'allez pas mettre que c'est votre passion c'est la couture, mais vous pouvez traduire ça, cette passion-là, en des compétences. Parce que cette compétence-là, ça peut être de, voilà, que vous êtes minutieux, que vous êtes patient. Par exemple, pour le babysitting, ça peut être le sens de la responsabilité, tout ça. Donc, vous pouvez traduire certaines expériences personnelles en compétences que vous allez mettre, d'accord, en qualité, par compétence. Accompagner votre CV d'un CV en ligne, oui, ça c'est très très important en fait. En plus de votre CV papier que vous allez avoir, il est très important d'avoir un bon CV en ligne, donc sur les plateformes de recrutement, donc que ce soit Emploitique, Emploi Partenaire ou autre. Et le CV en ligne, donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de bien le travailler, de lui accorder plus d'importance même que le CV papier. Pourquoi? Parce qu'il y a le concept de matching. Donc par exemple, je vous donne un exemple très simple. Donc si moi je mets une annonce de recrutement d'un délégué médical pour mon entreprise sur Emploatique, là, moi, en tant que recruteur, il y a des critères que je vais mettre, des compétences que je vais mettre. Donc, par exemple, je vais mettre communication, je vais mettre marketing, je vais mettre, voilà, c'est des mots-clés que je peux mettre. Et après, vous aussi, dans votre côté, de l'autre côté, donc côté candidat, vous aurez aussi la possibilité de mettre ces mots-clés. Donc là, les mots-clés que vous allez choisir, c'est ça le plus important. Parce que plus tard, moi, dans ma plateforme où j'ai accès, j'aurai donc les personnes qui matchent le plus avec les compétences que j'ai mises vont apparaître en premier. Donc il y a un score qui apparaît. Par exemple, matching à 98%, matching à 85%, à 60%, etc. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien travailler votre CV en ligne. Ne le négligez pas. Certes, dans CV en ligne, dans ces plateformes-là, on vous propose d'inclure votre CV papier, enfin PDF, mais vous vous dites peut-être que voilà, ça suffit, il y a mon CV, donc ils vont le voir dans tous les cas. Non, le CV, les informations que vous allez entrer en ligne sont plus importantes que le CV que vous allez mettre en PDF sur la plateforme. Donc, pour qu'il y ait le matching, c'est très important.
Et aussi, bien sûr, créer votre profil. Si j'ai un conseil à vous donner, vraiment, c'est créer votre profil sur LinkedIn, créer votre, montrer en fait votre dynamisme. Bon, le site personnel, si vous en avez, si vous faites vraiment beaucoup d'activités parallèles, vous pouvez aussi. Soyez présent sur les plateformes sociales et professionnelles. Sur LinkedIn, essayez d'être actif. Donc vraiment, commentez, répondez aux... Justement, ça sera le thème de Anis. Ah, très Un bien. petit Ah, peu ok. plus tard. Super, excellent. Voilà. Ah ben voilà, donc Anis, il va vous donner justement plus de détails par rapport à ça. Et il va parler que de LinkedIn ou de l'activité en général sur les réseaux? Son thème, c'est pourquoi un étudiant devrait avoir un compte, un profil LinkedIn. Très bien, mais voilà, après ça peut être extrapolé surtout. Très bien, voilà. Ça va être vraiment Moi, par exemple, je vous donne un exemple très simple. J'ai récemment choisi des étudiants pour un projet, justement, et où le critère, parce que j'ai eu beaucoup de candidatures, j'ai écrit donc le nom, j'ai fait des recherches sur chacun de ces étudiants sur les réseaux sociaux professionnels pour voir un peu est-ce que c'est des personnes qui sont plutôt actives ou dynamiques ou pas, ou plutôt du genre. Alors, c'est important. C'est la première chose que fait le recruteur généralement. Sinon, par quel outil vous allez faire votre CV? Donc, vous pouvez le faire sur Word, sur PowerPoint ou sur Publisher. Ça peut se faire. Après, il y a certains aussi qui le font sur Photoshop, InDesign ou Illustrator, mais après, bon, il ne faut pas vraiment, comme vous pouvez le faire, mais il ne faut pas tomber dans le trop de design. Là, ça va être un peu, ça dépend du poste, sauf si vous postulez vraiment pour un poste de graphiste ou de quelque chose vraiment dans la communication, dans la publicité, c'est possible, mais sinon évitez. En même temps, l'inconvénient de ces outils-là, c'est qu'ils sont difficiles à mettre à jour. C'est pas comme Word, vous rajoutez rapidement un mot, vous supprimez une phrase, etc. Là, c'est plus complexe. Justement, il y en a ceux qui demandent est-ce qu'il y a des forums pour les CV, etc. Enfin, des Et plateformes, des forums ou des formes spéciales pour les CV ou ben, avec des applications pour créer son CV. moi, oui, mais après, moi, je vous recommande pas ça, au fait. Oui, il y en a plein, hein. Vous tapez sur Google, vous allez en trouver plein. Mais moi, je vous recommande pas ça. Il vaut mieux faire quelque chose par vous-même, au fait. Parce que ça se sent, un CV qui est issu d'un template ou un CV qui est travaillé soi-même, ça se sent. Et là, on va voir, le recruteur va sentir avec l'effort. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment meilleur. Donc, évitez justement tout ce qui est template et tout. C'est pas très compliqué. C'est-à-dire, vous pouvez vous inspirer des templates, mais après, faites vous-même votre propre CV. Comme ça, vous allez vraiment l'adapter, le structurer comme bon vous semble. Après, n'hésitez pas, au fait, un CV n'est pas forcément doit se tenir sur une page. Tout à l'heure, tu m'avais dit peut-être c'est compliqué. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est le diviser en deux colonnes. Donc, c'est-à-dire la première partie peut être, enfin, information personnelle peut être en toute la page, mais après, en bas, vous pouvez mettre deux colonnes. Et là, vous aurez plus d'espace, plus de. Et ça va faire plus riche, plus professionnel aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller en une page. Par contre, n'envoyez jamais au fait aussi votre CV en Word ou en PowerPoint ou je ne sais pas, ça dépend de l'outil que vous avez. Envoyez-le toujours en PDF, c'est très important. D'accord, très bien. On a eu cette question d'ailleurs, donc en PDF ou là en Word. Eh bien, merci d'avoir répondu, Mohamed. Voilà, donc même si vous travaillez sur différents outils, au final, convertissez-le en PDF et avant de l'envoyer. Mohamed, juste avant d'enchaîner, il y a une question Voilà. Oui. qu'on se pose que je trouve assez importante. On nous dit, il y a deux personnes qui la posent, on nous dit est-ce qu'on peut ajouter une formation qu'on n'a pas achevée sur un CV. Donc, il y a Najib qui nous a donné un exemple. Il dit que avant d'intégrer le NSM, ouais, il faisait un master en finance. C'était un en finance, mais il a dû abandonner pour intégrer le NSM. Est-ce qu'il peut l'ajouter à son CV ou pas? Ah, donc il ne va pas du tout la reprendre, lui. Absolument pas, non, non. Il a abandonné. D'accord. Alors là, il ne peut pas la mettre en tant que formation parce qu'elle est inachevée. Mais ce qu'il peut faire, dans le cas uniquement où le poste, ça pourrait avoir un avantage pour le poste qu'il recherche, hein. Si ça n'a pas d'avantage pour le poste qu'il recherche, c'est inutile de la mettre. Mais si ça a un avantage, il peut la traduire en compétences acquises. Kiff, kiff. Donc, il va voir ce qu'il a fait, ce qu'il a pu acquérir comme formation, comme compétences de cette formation, et il va les mettre dans la rubrique formation, dans la rubrique compétences, pardon, et non dans la formation. Voilà. Parce que dans formation et parcours académique, il faut mettre vraiment uniquement les choses que vous avez fait concrètement.
Voilà. Bon, brièvement, donc, je ne sais pas si on aura le temps pour faire la lettre de motivation, c'est vraiment court, mais bon. Donc, les 5 astuces donc, pour créer un Alors, CV. t'inquiète pas, Mohamed, on va continuer celui-là jusqu'à ce que Anis arrive et puis on va un petit peu modérer. Continue, t'inquiète. Voilà, si tu peux lui dire de décaler de. Parce que la lettre de motivation, c'est vraiment pas long, hein, c'est assez court, c'est juste quelques notions à connaître. Une dizaine de minutes me suffirait. Donc, si on peut faire un décalage de 10 minutes, ça me conviendrait. Voilà. Alors, rapidement, donc, pour récapituler, donc, ce que le recruteur attend de vous, donc, voilà, les astuces pour faire un bon CV, donc, les tendances du secteur dans lequel vous postulez, donc, c'est très important, les compétences, comme on l'avait dit avec la matrice, donc, cibler les compétences que le profil recherche, que le poste demande, et essayer de les matcher avec les vôtres et voir quels sont, là, vous saurez vraiment quoi mettre en valeur. Soyez précis et concis. Ne vous attardez pas sur des détails qui ne sont pas utiles et qui peuvent seulement encombrer votre CV. Soyez actif, encore une fois, comme on avait vu avec l'exemple commercial. C'est vraiment très différent. Donc, soyez actif. Mettez de la passion dans ce que vous écrivez. Voilà. Il faut que le recruteur ressente que vous êtes passionné par ce que vous avez fait ou ce que vous voulez. Adopter le point de vue du recruteur, là, parce que le CV doit plus correspondre au recruteur plutôt qu'à vous. C'est-à-dire, même si, par exemple, il faut prendre en compte les deux points de vue, mais beaucoup plus celui du recruteur, parce que vous cherchez à le séduire lui. Personnaliser chaque CV en fonction de l'offre. Il n'y a pas de CV standard. Et identifier clairement votre interlocuteur afin que vous puissiez, vous ne faites pas, voilà, place à une originalité mal placée, comme je vous avais donné tout à l'heure l'exemple du secteur, par exemple, financier, banquier, où tout ce qui est créativité et tout ça n'est pas forcément le premier critère recherché. Voilà. Les 5 pièges à éviter. N'utilisez pas donc trop de termes techniques, abréviations et mots compliqués, parce qu'il faut savoir que le premier filtre va se faire par les RH et non les judiciaires. Donc, évitez tout ce qui est trop technique, trop. Voilà. N'exagérez pas aussi. N'exagérez pas donc de vos compétences. N'exagérez pas donc vos compétences. Pardon. Voilà, n'en faites pas trop. Aussi, ne pas trop de compétences et savoir-faire parce que cela pourrait un peu faire ressentir une certaine prétention. Ne présentez pas trop d'informations personnelles aussi qui ne sont pas utiles. Ne paraissez pas passif. Et enfin, originalité ne veut pas dire familiarité. Là, il ne faut pas vraiment trop abuser dans l'originalité comme on l'a dit. Il ne faut pas que le fond, en fait, le prenne sur la forme l'emporte sur le fond. Il ne faut pas que ce soit le cas. Après, il y a une question aussi qui m'est revenue assez souvent. Les CV vidéo, qu'en est-il et tout. Là, je vais vous partager un lien Facebook, un lien plutôt YouTube, une vidéo YouTube pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mais il faut savoir qu'ici, ça ne se fait pas encore, c'est très rare. Mais à l'étranger, il y a maintenant des CV vidéo où vous allez parler devant une caméra pendant 3 à 5 minutes. Vous allez vraiment présenter au fait justement votre CV, le mettre en valeur. C'est comme si vous faisiez une présentation pour convaincre, pour argumenter. Ça, c'est très intéressant, je trouve, mais ici encore, ce n'est pas encore bien développé. Donc après, j'envoie la vidéo à Amir pour ne pas perdre de temps et lui va vous la transmettre. Très bien. Donc voilà, merci pour votre attention.